Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 7, probabilité et échantillonnage. Alors, en préambule, vous allez assister ici à une présentation vidéo. Ce n'est pas tout à fait comme d'habitude, hein, avec un cours structuré où vous avez un grand 1, petit 2, etc. Mais rassurez-vous, hein, je vous transmets dans un document accompagnant l'ensemble du chapitre avec cette fois-ci la structure plus classique. Donc, chapitre 7, probabilité et échantillonnage. Alors, dans ce chapitre, évidemment, on va s'intéresser aux probabilités, une notion que vous connaissez déjà depuis le collège. Généralement, en probabilité, on démarre d'une expérience. Une expérience d'ailleurs dite aléatoire. Ce que je vous propose, c'est justement, à travers deux exemples, qui vont nous suivre d'ailleurs tout au long de cette présentation, de s'intéresser à des expériences aléatoires assez classiques. La première, on lance un dé équilibré à 6 faces et on observe le chiffre obtenu. Les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Deuxième expérience, on lance 3 fois consécutivement une même pièce équilibrée, on observe les côtés obtenus dans leur ordre d'apparition. Premier exemple de résultat possible, pile, face, pile. Premier lancé pile, deuxième lancé face, troisième lancé pile, etc. etc. Alors, pour représenter ça, cette expérience, j'ai utilisé ici un arbre de dénombrement, hein, c'était un petit peu plus compliqué que l'expérience 1, dans laquelle chaque étage de l'arbre représente un lancer de dés. On se retrouve bien avec l'issue dont je vous parlais juste avant, l'issue pile face pile ici qu'on retrouve ici. Trois premières définitions, normalement vous connaissez, mais ça vaut le coup d'y revenir. Ce qu'on appelle une expérience aléatoire, expérience tout simplement dont on ne connaît pas le résultat à l'avance. Une issue, c'est un des résultats possibles de cette expérience aléatoire. Exemple, pour l'expérience 1, on se retrouve avec 6 issues, l'expérience 2, 8 issues. Et justement, ce qu'on appelle un univers d'une expérience aléatoire, c'est l'ensemble des issues d'une même expérience aléatoire. Généralement, on le note avec la lettre grecque oméga, qu'on retrouve ici. C'est une notation qu'on trouve dans quasiment tous les exercices. Autant vous y habituer. Expérience aléatoire, issue, univers, probabilité. Et plus particulièrement, probabilité d'une issue. Qu'est-ce qu'une probabilité? Alors, vous, sans en connaître la définition, vous savez l'exprimer. Généralement, une probabilité, c'est une chance de tomber sur un pourcentage de chance. Oui, mais bon, ça vient d'où? Ça vient d'où, c'est cette idée de probabilité? Pour cela, je vous propose de commencer par une activité qui consiste à lancer un certain nombre de fois un dé équilibré. On reprend l'expérience 1, sauf que cette fois-ci, on renouvelle cette expérience. Donc dé équilibré à 6 faces, et on observe la fréquence d'apparition de chaque face. Pour simuler, évidemment, j'aurais pu prendre une pièce de monnaie et puis lancer une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais on se rend compte que ça allait vite être laborieux, notamment si je devais noter à chaque fois quelle était la fréquence obtenue des nombres de 1, nombre de 2, nombre de 3. Ce que je vous propose, c'est de passer par un tableur. Alors, vous avez peut-être ou pas utilisé un tableur au collège. Je vais vous en remontrer un petit peu son fonctionnement, et notamment sur l'exemple que j'ai pu préparer. Donc voilà, il arrive. Alors, donc un tableur, généralement, c'est un ensemble de cellules qui sont identifiées par leurs lignes et leurs colonnes. Alors, dans ce tableur, on va retrouver un certain nombre de zones. Première zone, le nombre de lancers. On voit que pour l'instant, j'ai fait un lancer, on verra où il est. Et puis un petit tableau récapitulatif de ce qu'on peut retrouver. Donc j'ai dit j'en avais fait un lancer. Oui, on le retrouve ici. Chaque fois, on retrouvera à l'intérieur ici de mon cadre les différents lancers qu'on aura pu effectuer. Alors pour nous faciliter la lecture, j'ai numéroté en colonne et en ligne le nombre de colonnes, le nombre de lignes qu'on peut avoir. Bon, ici, j'ai mis une seule valeur, que je peux d'ailleurs simuler un certain nombre de fois. Ici, on est tombé sur le 6 la première fois, le 1, le 2, le 3, etc. D'ailleurs, on remarque tout de suite que dès que je change la valeur ici, mon tableau s'actualise automatiquement. Actuellement, j'ai un lancé, et ce lancé, c'était 3. Je me retrouve avec une fréquence d'apparition, une chance sur 1 d'obtenir la phase 3. J'ai traduit ça en pourcentage, et je pense qu'on regardera plutôt cette ligne-là dans l'expérience. C'est quand même plus facile à interpréter lorsqu'on voit les pourcentages. Alors, comment j'ai fait pour simuler pour information, il faut noter une formule qui existe ici c'est Excel, sous tableur. Cette formule, il suffit de noter égal aléa entre bornes de cette manière-là, entre parenthèses, et ici, vous mettez ce qu'on appelle les bornes
de l'intervalle de nombre entier dans lequel vous voulez simuler. Donc ici, je vais bien simuler l'obtention d'un chiffre entre 1 et 6. L'intérêt du tableur, c'est d'éviter de répéter indéfiniment la même chose. Et donc, si de 1 lancé, je souhaite passer à 10 lancés, il suffit que je me place ici sur le petit carré qui est là, et que j'étende, ce qu'on appelle j'étende la formule, sur 10 cases. Et là, je me retrouve avec 10 lancers de dés, on voit bien, nombre de lancers 10, avec des résultats qui sont disparates, puisqu'on a une fréquence, donc 2 chances sur 10, 3 chances sur 10, 1 chance sur 10, 2 chances sur 10, aucune chance sur 10, on n'est jamais tombé sur le 5, et 2 chances sur 10 dans le 6. Vous remarquez que je vous ai mis une colonne somme, pour vérifier qu'à chaque fois, la somme des fréquences, et notamment en pourcentage, fait bien 100%, on ne se retrouve pas en dehors. Donc voilà, j'ai simulé 10 fois, avec des valeurs qui pour l'instant, je peux relancer la simulation, c'est une petite touche chez F9 sur le tableur. Si je veux relancer la simulation, voilà, à chaque fois on a et nos valeurs ici numériques qui changent et forcément les fréquences d'apparition. Tiens, par exemple ici j'ai 40% de 1, 10% de 2, etc. Alors donc des valeurs très disparates. On va regarder ce qui se passe, je dis je veux répéter un certain nombre de fois la même expérience, pour l'instant je l'ai répété 10 fois. On va essayer de la répéter 100 fois. Alors pour cela, c'est assez simple. Maintenant que j'ai numéroté mes lignes et mes colonnes, je vais étendre ma formule jusque la ligne 10. Et là, 10 par 10, je me retrouve avec 100 simulations. Le nombre de lancers 100, on le retrouve ici, avec des fréquences qui, certes, sont encore différentes les unes des autres, mais malgré tout, elles semblent se rapprocher aussi les unes des autres. Si je relance la simulation un certain nombre de fois, vous voyez, on tombe entre 10 et 30% pour chacune des faces. Et encore même plutôt entre 15 et 20. On continue? Alors, je vais à nouveau étendre ma formule jusque la colonne 50. Donc on se retrouve avec 50 x 10, 500 lancés. Des fréquences et notamment en pourcentage qui à nouveau ont l'air de se rapprocher les unes des autres. Ok, alors là on est toujours entre 15 et 20% pour chacune, mais malgré tout elles se rapprochent les unes des autres. On continue, on descend, ah oui là on peut descendre assez vite jusque la ligne 200. Ligne 200, 50 x 200, on se retrouve avec 10 000 lancés. Vous imaginez le temps que j'aurais passé, j'avais dû le faire à la main. Et surtout, noter à chaque fois les faces obtenues. À nouveau, on confirme un petit peu ce qu'on avait entreaperçu lorsqu'on avait travaillé avec 500 lancés. Nos valeurs ont l'air de se rapprocher les unes des autres, et puis de se rapprocher d'une valeur qui est entre 15,5 et 17,5, quoi, voilà, à peu près. Je rappelle qu'on est sur une expérience aléatoire, c'est une expérience aléatoire, on aurait pu avoir n'importe quel résultat, mais malgré tout, quand on la répète pas mal de fois, on se retrouve avec quelque chose d'assez particulier. Et continuons, alors zut, il va falloir que je reprenne depuis le début si je veux étendre. Alors, je me suis arrêté à la ligne 200, colonne 50, allez, je vais descendre jusque la ligne 1000, 50 x 1000, on sera à 50 000 lancés, et puis là, on s'arrêtera là, parce que ça commencera à faire beaucoup. Mais vous voyez à quelle vitesse je peux simuler grâce au tableur, c'est toujours intéressant. Donc voilà, 5000 lancés, fréquence d'apparition, à nouveau très proche l'une des autres, et là on voit qu'on se rapproche de quelque chose. Alors si je relance la simulation, vous voyez, en une touche, ça simule automatiquement. Je rappelle, 50 000 lancés d'une même pièce de monnaie, d'un même dé. Et donc là, oui, on est entre 16,5 et 17, voire même plutôt 16,6, 16,7. Ok, écoutez, ça, c'est plus qu'une remarque, c'est ce qu'on appelle une loi. Elle a un nom, on appelle ça la loi des grands nombres. Alors si je reprends le cours là où on en était, première chose, remarquons le résultat, lorsqu'on lance un grand nombre de fois le dé, la fréquence d'apparition de chaque face se stabilise autour de la valeur. Alors si j'enlève les pourcentages, on était plutôt à 0,16, 0,17, et plus précisément, la valeur, si on avait continué, on se serait rapproché très fortement de 1/6. 1/6, 6 issues, on commence à deviner un petit peu ce que ça pourrait être la probabilité. Tiens, j'ai repris un encart de votre livre, puisqu'ils ont proposé un graphique
sur la même expérience. Cette fois-ci, ils l'ont lancé 1000 fois. Alors d'abord une fois, 2 fois, 3 fois, et puis ils enregistraient à chaque fois ce qu'ils retrouvaient comme fréquence d'apparition, alors uniquement du chiffre 4. Et vous voyez qu'on a quelque chose de très disparate au début, et puis après, hop, on remonte, et puis on navigue autour d'une valeur à peu près stable, qui serait autour de 0,17. Et plus précisément, ils le disent, hein, autour de 1/6. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. On l'énonce, loi des grands nombres, si l'on répète un grand nombre de fois une même expérience aléatoire, quelle qu'elle soit, on observe que la fréquence de réalisation d'une issue se stabilise autour d'une valeur fixe, qui est ce qu'on appelle la probabilité de cette issue. Donc arrive une définition d'une probabilité qui est obtenue par expérimentation. C'est finalement la valeur qu'on obtient, une valeur théorique d'obtention d'une fréquence d'une issue. Ok. Alors, on verra après que sur les cas classiques, on peut directement la déterminer. Définition suivante. Ce que c'est qu'un événement? Bah oui, parce que calculer la probabilité d'une issue, c'est intéressant, voilà. Mais on est la plupart du temps dans des situations d'expérience où ce n'est pas une issue dont je veux connaître la probabilité. Je prends un exemple simple. Vous avez votre classe de seconde 7, 33 élèves, vous avez 33 issues. Choisir un élève au hasard, une issue parmi 33. Okay. Lorsque vous voulez vous intéresser à, par exemple, la probabilité de tomber sur un garçon, vous allez regrouper un certain nombre d'issues de cet univers, qui était la classe de seconde 7, un ensemble, un événement qui pourrait s'appeler G, l'ensemble des garçons. Okay. Et dans ce cas-là, la probabilité serait calculée sur cet ensemble complet, pas simplement sur chacune des issues. Donc commençons par définir ce que c'est qu'un événement. Un événement E est un ensemble d'issues d'une expérience aléatoire. C'est assez basique, mais ça vaut le coup d'être noté. Petit schéma, ce qu'on appelle un diagramme de Venn, on en a déjà parlé, ça vaut là, quelques définitions qui vont arriver vont vous rappeler le tout premier chapitre de l'année, notamment sur les intervalles. Voilà, donc l'univers oméga que je représente ici par un cercle, un ovale, et à l'intérieur un autre ensemble E qui est inclus, n'oubliez pas la notation, un ensemble est inclus dans un autre ensemble, donc E est inclus dans l'univers. Okay, puis on voit les petites issues par des petites croix. Si je prends les deux expériences, de petites applications, donc ma première expérience, on est, je vous rappelle, sur le lancer d'un seul dé équilibré à 6 faces, on observe le chiffre obtenu. L'univers était bien composé des 6 issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à partir de là, on peut définir, ou l'énoncé peut définir un certain nombre d'événements. J'en propose 2, mais voilà, on peut en trouver d'autres. L'événement grand I, le chiffre obtenu est impair, et dans ce cas-là, grand I est composé des issues 1, 3 et 5. Et puis l'événement grand T, le chiffre obtenu est un multiple de 3, et dans ce cas-là, l'événement grand T constituant des issues 3 et 6. Expérience 2, même chose, souvenez-vous, alors un peu plus compliqué, je lance 3 fois consécutivement une même pièce équilibrée, on observe les côtés obtenus dans leur ordre d'apparition, je peux définir l'événement M, les côtés obtenus sont identiques, dans ce cas-là, M est constitué des deux issues pile, 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 face, 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 N, on obtient au moins 2 faces, N serait constitué des issues FFP, FPP, PFF et FFF. Ok. Quelques cas particuliers, ce qu'on appelle l'événement contraire. L'événement contraire de E, noté E bar. Souvenez-vous, on parlait d'événements complémentaires en début d'année. Et l'ensemble des issues d'Omoka n'appartenant pas à l'événement E. Okay, si je fais un petit dessin, on retrouve notre univers oméga, notre ensemble constitué des issues de E, et puis les autres issues, toutes celles-là appartiennent à E bar. On a la somme de E plus E bar qui vaut oméga. Si on voit par rapport aux deux expériences, première expérience, l'événement I, le chiffre obtenu est impair, l'événement contraire de I, I bar, le chiffre obtenu est pair. Et on remarque que les issues de I bar sont toutes celles qui appartiennent à oméga, je rappelle oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6, je retire 1, 3 et 5, il me reste les issues de 4 et 6. De la même manière, si T, le chiffre obtenu est un multiple de 3, T bar, le chiffre obtenu n'est pas un multiple de 3, vous voyez, c'est assez simple de décrire un événement contraire, il suffit d'utiliser la négation, et dans ce cas-là, T bar serait constitué des issues 1, 2, 4 et 5. Je vous ai proposé un diagramme de Venn, maintenant qu'on a les événements I et T, on peut peut-être les faire apparaître tous les deux en même temps dans le même diagramme, avec les issues correspondantes dans chacun des ensembles. L'expérience 2,
assez rapidement, hein, vous aurez le temps de regarder ça à tête reposée. Donc si j'appelle M, les côtés obtenus sont identiques, M bar, il y a au moins deux côtés différents. N bar, contraire de N, on obtient au moins deux faces, le contraire de on obtient au moins deux faces, on obtient au plus une face. Et vous voyez qu'à chaque fois, hein, on a le complémentaire, le complément des issues de l'univers dans l'événement contraire par rapport à l'événement de départ. Autre cas particulier, ce qu'on appelle l'événement impossible. Un événement est impossible, hein, ou un événement impossible est un événement ne contenant aucune issue de l'univers oméga. Et E est un événement impossible si et seulement si E égale l'ensemble vide. Bah oui, aucune issue, rien, le vide, E égale l'ensemble vide. Ce qu'on appelle un événement certain, l'événement est certain lorsqu'il contient toutes les issues de l'univers. E est un événement certain si et seulement si E égale oméga. Donc oui, ce sont des événements particuliers, hein, soit rien, soit tout. Et d'ailleurs, la dénomination qu'on leur donne est assez logique, hein, impossible pour le vide et certain pour le plein. Intersection d'événements. Alors là, pareil, ça va vous parler, hein, on avait parlé déjà d'intersection d'intervalles. Ici, ce qu'on appelle l'intersection des événements A et B, l'ensemble constitué des issues appartenant et à A et à B en même temps. Cet ensemble, on a une notation qui est une notation que vous connaissez, A inter B, hein, avec ce symbole-là entre A et B. Concernant la réunion d'événements, bon, bah, la définition, même chose, vous la connaissez, la réunion des événements A ou B est l'ensemble constitué des issues appartenant à A uniquement, à B uniquement ou à A et B en même temps. On le note A union B avec ce symbole-là entre A et B. Si je reprends mon expérience 1, l'intersection I et T, bah, ce serait l'événement, le chiffre obtenu est impair et multiple de 3. Dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une seule issue qui correspond à cette intersection, c'est la phase 3, l'issue 3. Pour I union T, bon, bah, même chose, hein, appartient que à l'un, que à l'autre ou aux deux en même temps. Donc que à I, il y a 1, que à T, il y a non, pardon, que à I, il y a 1 et 5, que à T, il y a 6, aux deux en même temps, il y a 3, bah voilà de quoi est constitué l'ensemble I union T. Concernant l'expérience 2, la même chose, hein, M inter N, les côtés obtenus sont identiques et on obtient au moins deux faces, bah, la seule issue possible, c'est FFF. Et pour M union N, la même chose, hein, on a soit l'un uniquement, soit l'autre uniquement, soit les deux en même temps. Petite propriété, si je regroupe ça dans un seul et même diagramme de Venn, mais même chose, cette propriété, on l'a déjà vue sur les ensembles. Si je m'intéresse au diagramme de Venn avec l'ensemble grand A ici, l'ensemble grand B ici et l'intersection pardon, ici en rouge, on a la propriété qui apparaît. Alors, on la connaît sous deux formes, mais peut-être cette forme-là vous parlera plus. A union B, qui est ici l'ensemble assuré en noir, c'est l'ensemble A plus l'ensemble B, mais j'ai compté deux fois ce qui était à l'intersection, donc je la retire, moins une fois l'ensemble A inter B. Oh, on retrouve hein, le diagramme de l'expérience 1 qui était très proche de celui-là finalement, avec l'intersection, hein, notamment entre les ensembles I et T, donc les événements I et T, qui étaient l'issue 3. Loi de probabilité. Alors, qu'est-ce qu'une loi de probabilité? Vous entendrez régulièrement parler. En définition, on définit une loi de probabilité d'une expérience aléatoire en associant à chaque issue une probabilité. C'est finalement ce que j'ai réalisé tout à l'heure quand j'ai fait mon tableau. Je reviens sur mon tableur de tout à l'heure. Voilà. Donc on voit bien sur le tableur, bah, j'ai fait un tableau où chaque issue de l'univers, j'y ai associé la fréquence d'apparition qui, en probabilité, pouvait être la probabilité de chacune des issues. Hein, lorsqu'on a augmenté un grand nombre de fois la même expérience, enfin la répétition de la même expérience. D'accord? Donc c'est ça, une loi de probabilité, tout bêtement, hein, généralement vous la représenterez sous forme d'un tableau. C'est un tableau où je vais mettre les issues dans une première ligne, et puis les probabilités correspondantes dans une autre ligne. Si je reviens sur le cours, bah voilà un premier exemple. Imaginons que le gain d'un jeu de grattage peut être modélisé par le tableau suivant. Bon, on a des gains en euros, hein, 0, 2, 10, 20, 50 euros, et puis les probabilités correspondantes. D'accord? En pourcentage, 50% de tomber sur 0 euros, 30% 2 euros, etc. Ah, on a une petite propriété qui apparaît en dessous,
si je fais la somme de toutes mes probabilités, hein, de chacune des issues de l'univers, j'obtiens 1. Et bien oui, c'est une propriété qu'il faudra connaître. Hein. Si la loi de probabilité, je la définis de la manière suivante, alors il manque les lignes de tableau, je suis désolé, hein, je les referai sur le document accompagnant. Donc mes issues s'appelant E1, E2 jusqu'à En, hein, N issues. Chacune des probabilités, assez logiquement, je les appelle P1, P2 jusqu'à Pn. Et bien la somme des probabilités, P1, P2, P1 plus P2 plus etc. plus Pn est égale à 1. Traduite sous une phrase, hein, la somme des probabilités des issues d'une expérience aléatoire vaut 1. Ce qu'on peut retrouver dans l'exemple qui était au-dessus. Voilà. Propriété, ce qu'on appelle l'équiprobabilité. Hein, c'est un cas particulier de loi de probabilité. Si, et c'est le cas de nos deux exemples, on va le voir, hein, si toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité de se réaliser, alors la loi est dite équiprobable. Et si l'univers est composé de n issues, la probabilité de chacune d'entre elles vaut 1 sur n. 1 sur n, tiens, ça ne nous ferait pas penser à l'expérience 1 ? On lance un dé équilibré à 6 faces et on observe le chiffre obtenu. J'ai 6 issues dans mon univers. La probabilité de chacune des issues, 1 sixième, c'est le résultat qu'on retrouvait d'après la simulation sur le tableur. Si je regarde sur l'expérience 2, hein, je vous l'ai remise, les issues, j'en ai 8, hein, soit on les compte ici, soit on compte le nombre de branches à la fin. 8 issues. A priori, j'ai une situation équiprobable. Hein, on a une même pièce équilibrée qui a été lancée. Donc situation équiprobable, une chance sur 6 de tomber sur chacune des issues qui est ici. D'accord, 1 sur le nombre total d'issues. Donc c'est un cas particulier, mais en fait, vous allez voir, c'est un cas presque général, parce que la grande majorité des situations dans lesquelles on se retrouvera seront des situations d'équiprobabilité. Qu'est-ce que la probabilité d'un événement ? Bon, la probabilité d'un événement, c'est tout simplement la somme des probabilités de chacune des issues qui réalisent cet événement. Notation, attention, P majuscule, s'il vous plaît, P de, entre parenthèses, l'événement E. Si je reprends mes deux expériences, expérience 1, hein, je vous ai remis un petit peu le sujet, la probabilité de tomber sur l'événement T, 2 issues sur 6 possibles, 2 chances sur 6, une chance sur 3. Probabilité de tomber sur l'événement I, 3 chances sur 6, une chance sur 2. L'intersection, une chance sur 6. Et la réunion, 4 chances sur 6 égale 2 chances sur 3. Ok ? L'expérience de même chose, ça devient évident, hein, une fois qu'on a bien décrit l'expérience. Probabilité de tomber sur l'événement M, 2 chances sur 8. Souvenez-vous, hein, 8 issues. On est bien dans le cas d'équiprobabilité, une chance sur 4. Probabilité de N, 4 chances sur 8. Une chance sur 2. Probabilité de l'intersection M inter N, une chance sur 8. Et probabilité de la réunion, 5 chances sur 8. Ok ? Important, à partir du moment où vous avez correctement modélisé votre expérience aléatoire, ça ne devient plus très difficile de calculer les probabilités. Hein. Alors, il nous reste à voir un certain nombre de petites propriétés. Les trois premières, probabilité d'oméga égale 1. Quelle est la probabilité, quel est le nombre de chances, si on parlait de cette manière-là, de tomber sur oméga qui est un événement certain ? Bon, il y a une chance sur 1, il y a une probabilité de 1 en pourcentage, 100% de chance de tomber sur l'événement oméga. Quelle est la probabilité de tomber sur l'événement ensemble vide ? Aucune chance. Okay. Et puis autre propriété, puisque une probabilité c'est une fréquence sur un total, et forcément le numérateur va être plus petit que le dénominateur, notre probabilité sera toujours un nombre compris entre 0 et 1. Donc voilà, trois petites propriétés, pas très compliquées à retenir, mais bon, qui peuvent être utiles à certains moments. Propriété suivante, l'événement contraire. Probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de A. Petit exemple simple, s'il y a 40% de garçons, imaginons que l'événement A c'est être un garçon, l'événement A bar c'est tomber sur une fille, pardon. La probabilité de tomber sur une fille, c'est 100% moins 40%, 60%. En termes de probabilité, attention, toujours entre 0 et 1, c'est 1 moins la probabilité de A. Propriété suivante, qui fait écho à la propriété qu'on a vue précédente sur les intersections et les réunions, la probabilité de A union B plus la probabilité de A inter B égale P de A plus P de B.
D'ailleurs, ça se démontre en utilisant la propriété précédente. On termine par, c'est la fin de notre chapitre, on termine par, en tout cas, les notions de cours et propriété. Application sur l'expérience 1. Je vous ai repris I bar, T bar, P de I, P de T, P de I inter T, donc les trois probabilités et les événements contraires. P de I union T également. Première chose, on remarque bien que P de I bar égale 1 moins P de I égale 1,5. Vous faites l'expérience. I bar, 3 chances sur 6, c'est bien 1,5. Et 1 moins P de I qui valait 1,5. 1 moins 1,5 égale 1,5. On retrouve bien notre formule qu'on avait ici. Même chose pour P de T bar. 1 moins P de T égale 1 moins P de T qui vaut 1 tiers. 1 moins 1 tiers égale 2 tiers. Et puis la dernière propriété, on va la vérifier. On veut que la probabilité 1 sixième plus 2 tiers égale 1 demi plus 1 tiers. Vous vérifierez, mais 1 sixième plus 2 tiers, ça fait 1 sixième plus 4 sixièmes, on est bien égal à 5 sixièmes. Et si vous faites 1 demi plus 1 tiers, on est bien égal à 1 demi, c'est 3 sixièmes, plus 2 sixièmes, on est égal à 5 sixièmes. On retrouve la propriété qu'on avait ici. Voilà. Ceci, globalement, est l'essentiel du chapitre sur les probabilités. J'espère que vous avez pu comprendre. Évidemment, vous allez avoir un certain nombre d'exercices d'application sur le sujet. Je vous les ai remis ici, vous les aurez également sur le document accompagnant. Alors, un petit peu de tout. Exercice, on vous demande d'écrire les lois de probabilité. Je vous rappelle que loi de probabilité, 36-40, il faut vous attendre à un tableau de ce type-là. Vous mettez les issues et les probabilités correspondantes. Alors, une petite remarque pour le 36, on parle de cartes dans un jeu de 52 cartes. Bon, renseignez-vous sur Internet sur ce que c'est qu'un jeu de 52 cartes, quoique non, il le précise. Numéro de 2 à 10, valet, dame, roi et as. Et on observe sa hauteur. Alors, sa hauteur, à vous de voir ce que c'est, une hauteur donc pour un jeu de cartes. Après, on nous parle à nouveau d'un jeu de tarot. Ils aiment bien les jeux de cartes au niveau des exercices de probabilité. Et puis, à nouveau, on a un dé à 6 faces, sauf que cette fois-ci, étonnamment, on n'a pas les mêmes probabilités. C'est certainement un dé truqué, ça peut arriver. Et donc, on a des probabilités différentes pour les 6 faces du dé. 43 et 44, on vous demande des calculs de probabilité à partir d'énoncés divers. Ici, on a une urne avec des boules colorées différemment, bleu, rouge et verte. Et ici, on a un exercice où, c'est une présentation qui est assez fréquente aussi, où on a notre univers finalement qui est représenté par un tableau à double entrée. Où ici, on s'intéresse à un morceau de musique choisi aléatoirement dans sa bibliothèque, et puis la bibliothèque est catégorisée de deux manières, par son année et par le genre. Et puis aux intersections, on a finalement ce qui est à la fois pop et des années 80, on a 87. Okay. Petit conseil pour l'exercice 49, rajouter une ligne et une colonne avec le total pour la ligne et le total pour la colonne. Vous verrez que ça sera très utile pour répondre aux questions A et B. 68, un petit diagramme de veine, ça ressemble aux petits exos qu'on pouvait avoir en début d'année sur le chapitre 1. Et puis deux autres exercices un peu concrets où là on parle plus d'intersection et de réunion, à nouveau avec un tableau à double entrée, et puis les questions sur les probabilités des intersections et des réunions. Voilà, je mettrai en parallèle de ce cours vidéo un pad sur le cloud, donc n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur le cours que je viens de vous présenter, mais également sur les exercices qui sont réalisés. C'est quelque chose de collaboratif, donc pour l'instant ça n'a pas trop fonctionné avec votre classe, mais ça serait intéressant, vous posez vos questions, et puis tout à chacun peut y répondre. Vous avez accès au pad. Moi-même, j'irai régulièrement y jeter un œil pour répondre. Voilà, allez, bon courage dans votre travail, et bonne semaine, et prenez soin de vous en cette période compliquée. Au revoir.